Alors, Napoléon Bonaparte, rien que le nom, ça évoque des images incroyables, le mythe, l'histoire. Mais la vraie question, c'est comment? Comment est-ce qu'un jeune officier corse qui était au départ vu comme un étranger en France a pu grimper tous les échelons et devenir le maître de l'Europe? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà qui plante le décor, n'est-ce pas? On parle de génie militaire, de géant politique. Mais il faut bien comprendre une chose. Cette image, cette légende, il l'a en grande partie construite lui-même. C'était un maître de la communication, bien avant l'heure. Pour beaucoup, il reste tout en haut du panthéon militaire. Pour y voir plus clair, voici notre parcours. On va d'abord s'attaquer au mythe qui entoure le personnage. Ensuite, on plongera dans ses origines, en Corse. Puis, on verra comment la Révolution lui a ouvert toutes les portes. On suivra ses exploits en Italie, son pari un peu fou en Égypte, et on terminera bien sûr avec sa prise de pouvoir. Allez, c'est parti. Le premier point, c'est le mythe et l'homme. Le truc avec Napoléon, c'est que c'est hyper difficile de séparer la personne de son personnage. Il y a l'homme et puis il y a le mythe. Un mythe qu'il a lui-même créé, pierre par pierre. C'était un génie pour contrôler son image et raconter sa propre histoire. Et ça, c'est la parfaite illustration de sa complexité. D'un côté, on a le libérateur, le héros, celui qui propage les idées de la Révolution à travers l'Europe, et de l'autre, le tyran, le criminel qui a bâti un empire pour sa propre gloire. Alors, qui était-il vraiment? La question reste entière, et c'est ce qui le rend si fascinant. Et pour vraiment comprendre d'où vient cette ambition dévorante, il faut faire un retour en arrière. Tout commence en Corse. Parce que non, Napoléon n'est pas un enfant de Paris. C'est un outsider, un étranger. Et ça va être le moteur de toute sa vie. Son parcours, franchement, est juste hallucinant. Il naît en Corse en 69. Moins de 10 ans plus tard, le voilà en école militaire en France. Puis, c'est l'école militaire de Paris, la plus prestigieuse. Et à seulement 16 ans, hop, il est déjà sous-lieutenant. C'est une ascension éclair, surtout pour quelqu'un qui ne vient pas du continent. Mais attention, tout n'est pas si simple. En France, il n'est personne. Pire, il est l'étranger. On se moque de son nom à consonance italienne, de son accent corse à couper au couteau. Imaginez un peu. Ce sentiment d'être traité comme un citoyen de seconde zone. Ça va forger en lui une rage de vaincre, une soif de reconnaissance absolument phénoménale. Et cette phrase, elle est terrible, mais elle dit tout. Être du côté des gagnants est pour lui plus important que n'importe quel idéal. Ça montre à quel point, très tôt, il devient pragmatique. Les grandes idées, les idéaux, c'est bien joli, mais ce qui compte vraiment au final, c'est de gagner. C'est une mentalité qui ne le quittera jamais. Et ce pragmatisme, cette ambition, vont trouver un terrain de jeu parfait, la Révolution française. En 1789, l'ancien monde s'écroule. C'est le chaos total. Mais dans ce chaos, tout devient possible. Pour un jeune officier talentueux qui n'a peur de rien, c'est une occasion en or de se faire un nom. Son premier grand coup d'éclat, c'est le siège de Toulon, en 93. La situation est critique, la ville est aux mains des Anglais. Lui, jeune capitaine d'artillerie, arrive, analyse la situation et propose un plan que personne n'avait vu. Un plan d'artillerie absolument brillant. Et ça marche, il chasse les Anglais. Là, tout le monde comprend qu'il a quelque chose de spécial. Et la récompense ne se fait pas attendre. Jugez plutôt. À 24 ans, il est promu général de brigade. 24 ans, c'est du jamais vu à l'époque. Évidemment, à Paris, les politiques commencent à noter son nom. On parle de gens comme Robespierre quand même. 2 ans plus tard, Paris est en ébullition. Une révolte royaliste menace de tout renverser. Le gouvernement est aux abois. Qui appelle-t-on à la rescousse? Bonaparte. Et lui, il n'hésite pas une seconde. Il sort les canons en plein Paris et mate la rébellion dans le sang. Il gagne un nouveau surnom, Général Vendémiaire, l'homme qui a sauvé la République. Alors pour le remercier, on lui donne un commandement, l'armée d'Italie. Sur le papier, c'est pas un cadeau, l'armée mal équipée, démoralisée, c'est une mission de second plan. Mais c'est justement là, en Italie, que Bonaparte va passer de général prometteur à légende vivante. Imaginez la scène. Il arrive devant ces soldats qui n'ont rien, ni chaussures, ni morale, et il leur lance « Soldats, je veux vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. Vous y trouverez honneur, gloire et richesse. » Vous entendez? Il ne leur parle pas que de patriotisme, il leur parle de ce qui les touche, l'honneur, mais aussi la richesse. Il sait exactement sur quel levier appuyer. Et sur le terrain, sa tactique est redoutable. C'est simple mais génial. D'abord, la vitesse. Toujours surprendre l'adversaire. Ensuite, il ne les affronte pas de front. Non, il fonce entre 2 armées ennemies, il les sépare et après, il les écrase l'une après l'autre. Pour l'époque, c'est une façon de faire la guerre complètement révolutionnaire. Mais Bonaparte, c'est plus qu'un général, c'est aussi un communicant hors pair. Il a compris un truc essentiel. Gagner, c'est bien, mais le faire savoir, c'est mieux. Alors il rédige lui-même les rapports envoyés à Paris.
Il gonfle les chiffres, il oublie de mentionner les défaites. Bref, il contrôle le récit. Il devient le héros de sa propre épopée. Et là, il y a un déclic, un moment clé. Après la bataille du pont de Lodi, il y a cette phrase incroyable où il dit qu'il ne se voit plus comme un simple général, mais comme un homme appelé à décider du sort des peuples. C'est énorme. Son ambition n'est plus seulement militaire, elle devient politique, presque mystique. Il croit en son destin, en son étoile. Quand il rentre en France, il est une superstar. Tellement populaire qu'il fait de l'ombre au gouvernement. Le directoire se méfie de lui, alors ils ont une idée. L'envoyer le plus loin possible. Direction l'Égypte. Officiellement, c'est pour couper la route des Indes aux Anglais, leurs pires ennemis. Un pari audacieux, voire complètement fou. Sur le papier, le plan est grandiose. Affaiblir l'Angleterre, établir une colonie. Mais dans la réalité, c'est un tout autre scénario qui se joue. Les victoires sur Terre, comme aux pyramides, sont bien réelles. Mais sur le plan stratégique et global, l'expédition tourne au désastre. Le coup de grâce, c'est la bataille navale d'Aboukir, aussi appelée la bataille du Nil. La flotte anglaise, menée par l'amiral Nelson, tombe sur la flotte française et l'anéantit. 11 navires de ligne, c'est-à-dire les plus gros navires de guerre, sont perdus. Et là, c'est la catastrophe. Sans bateau, l'armée française est tout simplement coincée en Égypte. Et c'est là qu'on voit tout le culot du personnage. Que fait Bonaparte? Il abandonne son armée. Oui, il la laisse se débrouiller, il prend un bateau en secret et rentre en France. Et le plus fou, c'est qu'en arrivant, il se présente comme le grand vainqueur de l'Orient. Et ça marche, tout le monde le croit, c'est incroyable. Son timing est absolument parfait. Il débarque dans une France en pleine crise. Le gouvernement, le directoire, est faible, corrompu, impopulaire. Le pays est au bord du chaos et les gens réclament un sauveur, un homme à poigne pour remettre de l'ordre. Et qui arrive, auréolé de sa victoire en Égypte? Lui. Alors on peut se le demander. Comment est-ce qu'on passe d'un fiasco militaire en Égypte au pouvoir suprême en France? La réponse est simple. Par un coup d'État. Le fameux 18 Brumaire. Avec des complices politiques et surtout le soutien de l'armée, il renverse le gouvernement, met en place le consulat et se nomme premier consul, avec quasiment tous les pouvoirs. Et on va finir là-dessus avec cette réflexion un peu amère. Lui qui avait consacré la première partie de sa vie à lutter contre la tyrannie, va finir par se sacrer lui-même empereur. Pensez-y, le jeune révolutionnaire, l'étranger qui voulait sa revanche, finit par mettre une couronne sur sa propre tête. C'est toute l'ironie, toute la complexité de ce destin hors norme, et c'est sans doute pour ça qu'aujourd'hui encore, il nous fascine autant.